C'est maintenant avec un produit de l'été que nous allons voyager, le jus d'orange. Celui que nous buvons en France est produit à 80% au Brésil. C'est donc là que nous allons pour découvrir et pour comprendre par qui et dans quelles conditions il est fabriqué. Et puis nous nous sommes posé une question. Comment le jus d'orange s'est-il imposé sur la table du petit déjeuner? Aujourd'hui, nous en consommons 27 litres par personne et par an. C'est 7 fois plus qu'il y a 30 ans. Alors pourquoi? Est-ce pour son goût, peut-être pour sa couleur et pourquoi pas pour sa réputation de grand pourvoyeur de vitamines? Alors nous avons enquêté, le jus d'orange tient-il toujours ses promesses santé et quels sont donc ses secrets de fabrication? Comme chaque été, le jus d'orange prend ses quartiers sur les terrasses ensoleillées. D'un bout à l'autre de l'année, il nous accompagne dans notre vie quotidienne. Nous en buvons 27 litres par an et par habitant. Pour Caroline et ses amis, pas un jour ne commence sans un verre de jus d'orange. Tous les matins, ça va avec le petit-déj. Tous les matins, un petit verre de jus d'orange avant d'aller au travail. En plus de la douche, il faut le petit jus d'orange pour bien démarrer la journée. Un peu de peps, un peu de vitamines. Ça nous donne aussi l'impression d'avoir notre portion de fruits. Le jus d'orange apparaît donc comme une boisson saine, vitaminée. Les fabricants semblent avoir réussi à faire oublier qu'il s'agit aussi d'une boisson sucrée. Est-ce que vous avez le sentiment de consommer du sucre quand vous buvez un jus d'orange? Non, pas du tout. De consommer du fruit, oui, mais pas du sucre. Par rapport à un soda classique, je pense que c'est moins sucré. Ouais. Et ce jus d'orange, savent-ils d'où il vient? L'Espagne. Alors moi je dirais l'Espagne, le premier producteur. Ouais. Le Maroc aussi, je pense. Derrière son comptoir, Lulu connaît-il leur provenance? Vous savez d'où elles viennent, les oranges? Ah oui, elles viennent d'Espagne. Et les jus de fruits en bouteille viennent d'où? En vrai, je ne sais pas. C'est même pas écrit, hein, je pense. Hein. Ça doit être écrit normalement. Pressé d'en savoir plus sur l'origine du jus d'orange, j'ai pour seul indice cette publicité. Des images idylliques d'une orangeraie et de son propriétaire. Je m'appelle Eduardo et je cultive les oranges depuis 15 ans. On les choisit une à une, on les cueille à la main, afin de produire un jus d'orange au goût exceptionnel. Mais Eduardo existe-t-il vraiment? Je suis partie à sa recherche, bien loin de nos tables de petit déjeuner. Au Brésil, dans le plus grand verger d'orange de la planète. Il produit à lui seul 80% du jus d'orange exporté dans le monde. J'ai suivi la route du jus d'orange, des cueilleurs de fruits jusqu'aux consommateurs, en passant par les usines de pressage et d'embouteillage détenues par des géants de l'industrie. J'ai percé leurs secrets de fabrication, pénétré leur cuisine, mesuré les taux de vitamines et de sucre. La réalité que j'ai découverte est bien plus acide que celle des publicités. C'est dans le berceau de l'orange, à Itapolis, que mes recherches ont commencé. Nous sommes à 600 km des plages de Rio, au cœur de l'état agricole de Sao Paulo. Cette petite ville est cernée de toutes parts par des plantations. En suivant les premières rangées d'orangers, j'ai bien cru avoir trouvé Eduardo. Il est chauffeur de bus scolaire, mais aussi propriétaire d'un verger de 28 hectares. Eduardo s'appelle en réalité Antonio. C'est le seul producteur d'oranges bio de toute la région. Ce sont des oranges bio. C'est ça la différence, c'est un produit sain, un produit sans pesticides. Son jardin d'Éden, Antonio l'a hérité de son père qui cultivait du café. La jeune génération a choisi l'orange dans les années 80, quand la consommation de jus a explosé en Europe. Antonio s'est converti au bio il y a 5 ans. Je le fais aussi pour moi et pour ma famille. Mon père a longtemps travaillé avec les pesticides. Quand il est mort d'un cancer, je me suis dit que ça ne valait pas le coup. Je me suis dit qu'il fallait essayer quelque chose de plus sain. Dans l'orangeraie, des fruits sont presque à maturité et certains arbres en fleurs. La saison commence, elle va durer 9 mois. En cultivant bio, Antonio a fait le choix d'une productivité moindre. Il perd chaque année la moitié de sa récolte à cause des maladies. Les gens disent que je suis fou, mais j'essaye. J'essaye de vaincre ces maladies et atteindre mon premier objectif,
qui est de produire des oranges saines. Antonio s'en sort grâce à une coopérative de commerce équitable. Elle lui rachète ses oranges 2 fois plus cher que le prix de vente habituel. Comment ça va? Tout va bien? Le consommateur français, lui, payera 50 centimes de plus son litre de jus d'orange. Grâce au commerce équitable, on a pu trouver un prix qui nous permette de payer les coûts de production des propriétaires d'orangeries. Ça leur apporte un peu de bénéfices. Et c'est ce qui nous permet tous de continuer. Je ne gagne pas encore assez d'argent, mais j'arrive à survivre grâce aux clients européens qui achètent les jus du commerce équitable. Ça m'aide à produire une bonne qualité d'orange dans les normes bio, sans agresser les sols et l'environnement. En quittant Antonio, je comprends que son cas est vraiment marginal. Je ne vais pas tarder à découvrir que les vergers ici n'ont rien d'un paradis. Darcy, son voisin, règne sur 29 hectares de terre depuis 20 ans. Mais son orangeraie est aujourd'hui menacée. Je mets les protections, le masque, la visière, un bonnet, des gants. Tout ça pour pouvoir pulvériser les pesticides. Boirons-nous encore longtemps du jus d'orange brésilien? Car Darcy bataille contre le dragon jaune, une maladie transmise aux orangers par un insecte venu de Chine. Et ce dragon-là ravage toutes les plantations du pays. Ça commence d'abord dans les feuilles. Elles jaunissent et ensuite l'orange, regarde, elle tombe par terre. L'orange n'arrive pas à grandir. Si on secoue un peu, elle tombe. Dès qu'un arbre est touché, il faut l'abattre. Alors chaque mois, Darcy noie ses oranges de pesticides. La pire chose dans mon métier, c'est la pulvérisation des pesticides. Et chaque année, je dois pulvériser de plus en plus. Mais je me sens obligé de pulvériser. Soit je pulvérise, soit je quitte le métier. 3 jours par mois, Darcy est donc obligé de traiter son verger. Dans ce nuage de pesticides, l'image d'Eduardo se dissipe. Je reprends la route. Les petites propriétés cèdent la place à d'immenses plantations et à la culture intensive. Ici, plus d'1 million d'arbres sont plantés. Il ne s'appelle pas Eduardo, mais Michael, et il vante l'orange du Brésil comme dans les publicités. Le fait qu'il y ait autant de production d'oranges au Brésil, c'est la combinaison de plusieurs atouts. On a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de pluie, des lacs et des rivières, et une très bonne qualité de sol, riche en nutriments, ce qui est excellent pour les arbres. Mais l'enfer du dragon jaune frappe aussi cette immense orangeraie. Les pesticides sont massivement utilisés, mais pas seulement. Michael me fait découvrir une parade étonnante. Ici, on a une solution naturelle contre les maladies, enfin, autant qu'on peut. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on mélange un oranger avec des racines de citronnier. Ça paraît fou, mais la raison pour laquelle on fait ça, c'est que les citronniers sont beaucoup plus résistants que les orangers face aux maladies. C'est des oranges qui ont le goût de citron ou c'est les mêmes oranges? Non, ça a parfaitement le goût d'orange, en aucun cas le goût du citron. Tout cela peut paraître bien artisanal. Pourtant, nous sommes ici chez un géant du jus d'orange. La plantation appartient à Coutral, le numéro 2 mondial. J'ai repris la route pour me rendre au cœur du système Coutral et prendre conscience de sa puissance. En arrivant dans la ville d'Araraquara, impossible de manquer l'usine du groupe. Presser des oranges, c'est le premier métier de cette compagnie. La moitié du jus d'orange que nous consommons en France provient de ces usines. Triées, lavées, désinfectées. Avant d'être pressées, les oranges font peau neuve. « 42 000 oranges sont pressées chaque minute. » Coutral transforme les oranges de ses plantations, mais aussi celles des petits producteurs de la région. Quelle est la proportion d'oranges issues de vos fermes
et celle que vous achetez à des producteurs indépendants? En moyenne, 30% de ce que livrent les camions sont nos propres fruits. C'est une proportion qui grandit? Vous possédez de plus en plus de plantations? Depuis quelque temps, nous essayons de nous étendre un peu, mais nous achetons, nous travaillons avec beaucoup de collaborateurs. À quel prix achetez-vous les oranges des producteurs? Nous achetons au prix du marché. C'est le marché qui décide. C'est une négociation. S'agit-il vraiment d'une négociation? Koutral et les deux autres leaders mondiaux du marché ont un moyen de pression redoutable. Ces usines de pressage qu'ils sont les seuls à posséder. À quelques kilomètres de là, dans un salon professionnel, j'ai rencontré des petits producteurs. Ils s'inquiètent du prix de vente de plus en plus bas de leurs oranges. Quelle situation, c'est difficile. C'est une mauvaise blague. Payer 6 réals pour cette qualité de fruits, ce n'est pas possible. Les grands groupes achètent leurs oranges 3 fois moins cher qu'elles ne leur coûtent à produire. Les petits producteurs dénoncent une stratégie des industriels qui viserait à les faire disparaître. Les industriels nous pressent, nous, les producteurs, pour qu'on quitte l'activité. Ils veulent le contrôle total du marché. 20 000 producteurs ont déjà cessé leur activité, contraints de revendre leurs terres, souvent aux multinationales du jus d'orange. C'est un processus sans fin, ça ne s'arrange pas. Cette année, il y a eu plus de 2000 producteurs qui ont dû abandonner. Et l'année prochaine, il y en aura peut-être davantage à quitter le secteur. Les petits producteurs dénoncent un cartel, une entente sur les prix décidée par les grands groupes industriels. Ils ont même porté plainte. Dans leur viseur, le groupe Koutral. Il y a un procès en cours, il y aurait une entente entre les grands groupes comme le vôtre pour imposer des prix d'achat très bas. Je ne crois pas. C'est déterminé par le marché. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Non. Vous ne voulez pas parler de ça? Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Ce sont les conditions du marché. Les gars qui ne sont pas compétitifs sont éliminés. Mais vous savez, on fait travailler beaucoup de monde. Au total, Koutral emploie 80 000 personnes dans ses usines, mais aussi dans ses plantations. Pour ramasser les oranges dont le jus nous régalera chaque matin, il travaille en plein air, mais à la chaîne. À 6h30 du matin, chez Koutral, une armée de cueilleurs embauche pour une longue journée de labeur. Avant de rejoindre l'orangeraie, désinfection obligatoire pour ne pas contaminer les fruits. Elles sont 450 petites mains. Parmi elles, Myriane. À 50 ans, elle cueille des oranges 6 jours par semaine depuis 30 ans. Je suis plus lente qu'avant. Plus je vieillis, et moins je cueille. Un travail physique sur des échelles instables. La chaleur dépasse souvent les 40 degrés. Les sacs pèsent 20 kilos. Je remplis 80 sacs par jour. Parfois c'est plus, parfois c'est moins. Est-ce que c'est lourd? Non, je suis habituée. Vous êtes un bon élément pour notre entreprise. Ma salle de sport, c'est ici. La salle de sport, c'est le travail. Chaque jour, Myriane remplit 3 à 4 de ces grands sacs. Jusqu'à 2 tonnes d'oranges. Le tout pour un salaire modeste et variable. Tous les cueilleurs gagnent le salaire minimum brésilien, soit l'équivalent de 250 € par mois. Mais plus ils cueillent, plus ils gagnent. Myriane doit tenir la cadence. Il lui faut ramasser plus de 6000 oranges par jour pour toucher ce salaire minimum. Alors à l'ombre des orangers, la pause déjeuner est brève. Je retrouve Myriane après ses 8 heures de travail, débarrassée de son uniforme. Ce soir, c'est jour de paye. Je ne sais pas combien je vais toucher. Parfois je touche 300, 350 €, parfois moins. Ça dépend de ma productivité. C'est en consultant son compte bancaire au distributeur
que Myriane va découvrir sa paye pour 15 jours de travail. 424 réals, l'équivalent de 147 €. C'est pas un bon mois. Non, non, c'est pas beaucoup. Sous la pression de l'État brésilien, le salaire des cueilleurs a été multiplié par 2 en 10 ans. Une hausse qui ne compense pas l'augmentation du coût de la vie au Brésil. En fait, un de mes fils m'aide à payer le loyer et l'autre les charges. Avec mon salaire, je n'arrive pas à survivre. Loin du regard de son employeur, Myriane me tient un tout autre discours sur ses conditions de travail. Je suis fatiguée, j'ai mal au dos. Mais bon, on n'a pas le droit de parler de ça. Si je me plains d'avoir mal, on me renverra. Donc il faut tenir bon. J'ai déjà tenu 30 ans, je peux tenir encore un peu plus, non? Demain, à 5 heures, avec sa gamelle, Myriane grimpera dans le car comme tous les matins. Avec un espoir, ne pas tomber de son échelle dans la plantation. Car les accidents du travail sont difficiles à faire reconnaître. Mon seul moyen de rencontrer ceux qui ont été accidentés, c'est de retourner dans la ville d'Itápolis. Ici, un homme se bat pour faire reconnaître le droit des travailleurs. Au syndicat des employés agricoles, Antonio Boava reçoit chaque semaine des saisonniers blessés. Bienvenue, entre. Comme Anna qui vient d'être licenciée. J'ai fait une chute avec mon sac plein d'oranges. Et ils n'ont pas voulu signer une déclaration d'accident de travail. J'ai un problème aux 2 genoux et à la main. Et j'ai été virée sans avoir droit à rien. Et vous n'avez aucune indemnisation? Non, non, non. Pour le syndicaliste, le cas d'Anna est loin d'être isolé. Chaque entreprise a son propre médecin et ils ont intérêt à ne pas signer de déclaration d'accident du travail. C'est vraiment une pratique courante des employeurs. Donc à ce moment-là, il faut saisir la justice. Les cueilleurs sont aussi les victimes du fameux dragon jaune, car des pulvérisations de pesticides ont lieu en leur présence, ce qui est totalement illégal. Est-ce que quelqu'un parmi vous a souffert à cause des pulvérisations de pesticides? Nous étions en train de travailler. Ils sont passés avec la machine à poison. J'ai eu envie de vomir, mal à la tête, et je suis resté comme ça. Et vous n'avez pas eu de séquelles? Non, ça va. Mais le lendemain, plusieurs n'ont pas pu venir travailler. Ils n'ont pas pu travailler pendant 3-4 jours. Et vous, vous avez vu des pulvérisations pendant que vous travaillez? Ah oui, moi je me suis plainte plusieurs fois. Les vêtements ont une odeur, ça pue le poison. L'odeur reste imprégnée même quand tu as lavé tes vêtements. Ces pesticides que les cueilleurs respirent, en France, nous ne les retrouvons plus qu'à l'état de traces et seulement dans quelques rares jus d'orange. Mais sous quelle forme le jus va-t-il arriver jusqu'à nous? Il est pressé, mais parfois il est aussi concentré. Pour réduire les frais de transport, les industriels n'hésitent pas à le faire bouillir pour le vider de son eau. Ils obtiennent ainsi cette mélasse. C'est pas une simple orange pressée, c'est un véritable processus industriel. Non, c'est énormément de technologie. Quand tous les tests sont bons, c'est transféré dans de grands camions-citernes qui vont rejoindre le port avant d'aller en Europe et partout dans le monde. Dans cette usine, 7 jours sur 7, c'est un balai incessant de centaines de camions. Les uns remplis d'oranges, les autres chargés de jus pressé ou de concentré. Ils prennent la route du port de Santos, destination l'Europe. Changement d'hémisphère et de climat. Après 15 jours de voyage, à 12 000 km du Brésil, l'Orange Star accoste dans le port de Rotterdam. Chaque mois, 3 bateaux de Coutral approvisionnent ainsi l'ensemble du marché européen. À bord, 34 millions de litres de jus d'orange.
Mais avant qu'il ne se retrouve dans nos verres, la route du jus d'orange est encore longue. Le processus industriel ne fait que commencer. Me voici en Alsace, aux portes de cette usine installée à Sarre-Union. Ici, 15% du jus consommé en France est conditionné. Mais comment le jus a-t-il supporté le voyage? Robert va le tester avant d'autoriser son déchargement. Vous allez le goûter pour vérifier quoi? S'il est bon. 30 fois par jour, il répète ce même geste. Voilà. Il est bon. Vous buvez encore du jus d'orange le soir ou le matin à la maison? De l'eau. Caroline Fischer, la responsable qualité, m'ouvre la caverne d'Ali Baba de l'usine. Ici sont précieusement conservées les 300 références de jus produites sur ce seul site. Car l'entreprise travaille pour de nombreux clients. Grandes marques, hard discount et marques de distributeurs. Chaque référence correspond à une recette qui est spécifique au client. D'accord. Il n'y a pas deux fois la même recette? Non. Chaque client veut se différencier de son concurrent, quoi. Hein. Donc le but c'est de ne pas avoir la même chose que le concurrent, quoi. Comme les vignerons assemblent les cépages, les jus d'orange eux aussi sont donc mélangés. La petite cuisine du jus d'orange est d'abord élaborée au laboratoire à partir de 3 grands crus. Le brésilien, il est doux. L'espagnol, il a vraiment une odeur caractéristique de peau d'orange et il est beaucoup plus acide. Et le Floride, il se rapproche un peu du brésilien. Il est encore plus doux que le brésilien. Ce pur jus du Brésil va donc être assemblé avec un autre jus pour respecter la recette mise au point avec le client. 25% Espagne, 75% Brésil. Donc il n'y a rien d'autre qui est ajouté. Il n'y a rien d'autre qui est ajouté. Pour le jus à base de concentré, ça se corse. Rappelez-vous cette mélasse qui sortait des tuyaux de l'usine brésilienne. Là-bas, le jus a été vidé de son eau. Il faut désormais la réintégrer. Pas plus, pas moins. Le jus a meilleure mine, mais problème, il n'a plus aucun goût. Car pendant le processus de concentration, les arômes se sont évaporés. Alors eux aussi sont réintégrés. Pas des arômes de synthèse. Ah non, la réglementation ne nous l'autorise pas de toute manière. Hein. Donc c'est vraiment uniquement des arômes du fruit, quoi. Et lors du process également, on perd la vitamine C. Au moment de la concentration au Brésil? Au moment de la concentration, c'est le chauffage qui fait perdre la vitamine C. Et donc là aussi, il y a une restauration qui peut se faire. D'accord. Et c'est de la vitamine C de synthèse, naturelle? C'est de la vitamine C de synthèse. En moyenne, 1 litre de jus à base de concentré est vendu 75 centimes d'euros moins cher qu'un pur jus. Le nectar est lui moins onéreux encore et pour cause, des oranges, il n'en contient plus qu'un minimum de 50%. Les 50% restants, c'est quoi alors? C'est de l'eau et du sucre. D'accord. Et donc les quantités de sucre qui sont ajoutées, c'est en fait pour retrouver un produit harmonieux, quoi, hein, qui a un bon équilibre au niveau du sucre et de l'acidité. Donc le nectar, c'est celui qui est le plus éloigné du pur jus d'orange, de celui qu'on presse. Le nectar est donc le moins cher, le plus dilué et le plus sucré. Il peut contenir jusqu'à 20% de sucres ajoutés. Mais ce sucre, j'ai beau être abreuvé de publicité, je n'en entends jamais parler. Des vitamines, on en a besoin pour assurer toute la journée. Pour profiter d'un max de vitamine C. Le discours des fabricants est clair, le jus d'orange, c'est mon passeport santé. Bonjour à tous, donc c'est avec... Quelques semaines avant l'été, je me suis invitée à une conférence de presse de la Fédération des professionnels des jus de fruits. Ce jour-là, il s'agit de convaincre les journalistes du bienfait de ces boissons. Je suis très contente d'avoir à m'exprimer sur des jus de fruits. Pour vanter les qualités des jus, les industriels sont épaulés par une nutritionniste d'un hôpital public parisien. Grâce à un discours bien rodé, le médecin va minimiser la présence de sucre et valoriser celle des vitamines. On le sait bien, vous voyez qu'un verre de jus de fruits de 200 ml couvre quasiment la totalité du besoin en vitamine C de la journée, ce qui est vraiment très important. La nutritionniste a indiqué la teneur en vitamine C contenue dans un verre entier.
Mais pour l'apport en sucre, elle change de valeur et choisit la teneur contenue dans seulement un demi-verre. Sur 100 ml de jus de fruits consommés par jour, pour les enfants et les adolescents, ça fait à peu près 10 grammes de sucre simple. Et vous voyez que les 10 grammes de sucre simple, ça représente 10% des sucres simples, des 100 grammes par jour qui sont prévus, dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Donc vous voyez que la contribution aux apports de sucre simple, elle est modeste. Donc vous voyez que finalement, le jus de fruits, il a sa place au quotidien pour tous. Pourtant, bon nombre de nutritionnistes tiennent un tout autre discours. Face à la progression de l'obésité et des cas de diabète, ils dénoncent la consommation des jus de fruits au même titre que celle des sodas. C'est le cas du docteur Jean-Michel Cohen. Le nutritionniste m'a ouvert sa cuisine. Je vais me verser un verre de jus d'orange de 200 ml. Et je vais simplement regarder sur l'étiquette combien j'ai de glucides, c'est-à-dire de sucre. 10 grammes pour 100 millilitres. 200 ml, ça fait 20 grammes de sucre. 20 grammes de sucre, ça correspond à 8 carrés de sucre. Voilà. Maintenant, je vais me verser un verre de cola d'une quantité équivalente. Et je fais la même opération. Et là, j'ai 10,6 grammes, c'est-à-dire exactement le même chiffre quasiment que l'autre. Et de 5, et un 6, et de 8 carrés de sucre. Et si j'étais vraiment raffiné, je prendrais un tiers de carré de sucre et je le mettrais en plus. Je vous confirme que malgré le marketing et l'idée ambiante que le jus d'orange est un très bon produit pour la santé, vous avez en buvant du jus d'orange ou un soda exactement la même teneur en sucre. Le docteur Cohen s'inquiète aussi de la confusion entre jus d'orange et boisson à l'orange. Ici par exemple j'ai un pur jus de fruits, donc ça signifie que ce produit a été fait exclusivement à base de fruits. Mais ça, par exemple, qui se développe à l'heure actuelle, c'est des boissons spécifiques pour les enfants. Et quand on lit bien l'étiquette, il ne s'agit plus d'un jus de fruits. Le concentré de jus d'orange ne représente que 12%. Grosso modo, on a acheté de l'eau sucrée aromatisée, quoi. Mais ces boissons n'ont rien à voir avec du jus de fruits. Et alors on peut avoir même encore plus original, vous vous rendez compte que dans cette boisson, il n'y a que 5% de concentré de jus de fruits, c'est-à-dire une quantité extrêmement faible. Et ça c'est vendu au rayon à côté des... Ah ben ça va être vendu comme ça, ça va être côte à côte le pur jus de fruits et ce type de produit. Et le consommateur, son deuxième geste, ça sera de regarder le prix et de se dire, oh au fond, j'achète du jus d'orange avec de la vitamine C, prenons ça, voilà. Le médecin tord le cou à une autre idée reçue, le jus d'orange n'est pas le meilleur moyen de consommer de la vitamine C. Si je prends des fraises, des framboises, du persil, du poivron, des kiwis ou bien des brocolis, j'ai une quantité de vitamine C qui est supérieure à la teneur en vitamine C de l'orange. Mais ça, c'est la construction marketing qui a fait ça. Voilà, ici j'ai la teneur en vitamine C qu'il me faut pour la journée. Alors on peut couvrir ses besoins très facilement en augmentant 50 grammes de brocoli en plus. Mais 50 grammes de brocoli, vous savez, c'est guère plus que ça, hein. Et dans un produit tel que celui-là, vous avez presque la moitié de ce que vous avez besoin en vitamine C dans une journée. La vitamine, l'argument santé qui fait oublier le sucre, est-elle vraiment présente dans nos verres? Se conserve-t-elle au fil des mois? Entre la cueillette, l'embouteillage du jus et jusqu'à notre table, il peut se passer du temps, beaucoup de temps. En général, un produit conditionné aujourd'hui, vous allez le retrouver sur le marché dans... Enfin, délai le plus court, je dirais, c'est 1 mois. Et puis après, vous pouvez, il y a certaines références qui ont des rotations plus faibles, où vous mettrez enfin 3, 4, 5 mois à le retrouver dans le commerce. Du jus d'orange enfermé plusieurs mois dans des cartons, ça peut sembler sans conséquence, mais il y a un petit pépin. À Massy, près de Paris, Violette Ducruet, chercheur à l'INRA, a étudié l'impact de l'emballage sur la teneur en vitamine C. On s'est donc aperçu que le meilleur conditionnement est le verre, et puis je vais mettre à égalité ces deux types de contenants. L'ennemi de la vitamine C, c'est l'oxygène, et il pénètre plus facilement les emballages plastiques et cartons que le verre. Alors voilà, donc on a testé donc la teneur en vitamine C de l'emballage vert, qui est représenté ici en bleu. On voit qu'il y a une dégradation qui intervient très rapidement, avant 2 mois, et après une relative stabilité de cette teneur en vitamine C. On a testé aussi la vitamine C pour différents contenants en matériaux plastiques de ce type-là, et c'est la courbe qui est ici en vert. Et on voit qu'on a une dégradation de la vitamine C assez rapide et qui se poursuit au-delà des 2 mois et 3 mois de conservation. Et si, sans ouvrir une bouteille, oui,
La oui, vitamine C se dégrade. Absolument. Une fois la bouteille ouverte, c'est pire, la vitamine C disparaît encore plus vite. Mieux vaut vite reboucher et conserver au frais. Mais j'ai fait une découverte bien plus surprenante encore, que les professionnels du jus d'orange et les agences sanitaires se gardent bien de dévoiler. Ce secret, les dentistes le connaissent bien, le jus d'orange serait l'ennemi de nos dents. Julien Lopi, président de l'Union pour la santé bucco-dentaire, pointe du doigt son acidité. Ce qui est intéressant de voir, c'est quelle action, quel effet sur l'émail des dents, et quel potentiel érosif. Et pour faire ça, il y a un petit test qui permet de bien visualiser l'impact, c'est de tremper un bâton de craie. La craie, dans cette expérience, joue le rôle de l'émail des dents. Elle est plongée dans 3 liquides acides, du vinaigre, du jus d'orange et du cola. Résultat, au bout d'une demi-heure d'immersion. Le vinaigre d'alcool, donc on voit très bien qu'il a été fortement attaqué. Le soda ensuite, là aussi on voit qu'il a été attaqué de manière moins importante que le vinaigre. Et si on est maintenant sur le jus d'orange, là c'est un peu plus compliqué parce qu'il a tellement été attaqué qu'il s'est cassé. Hop. Et vous voyez que la craie, elle est complètement ramollie. C'est très friable. Cette expérience, elle a été faite pour de vrai, avec de la dent, par université, dans des conditions bien plus scientifiques. Si le jus d'orange n'est pas le plus acide, il est celui qui attaque le plus l'émail. Mais il existe des solutions pour limiter cette érosion. Quand j'ingurgite une boisson avec de la paille, je minimise son contact avec mes dents et je l'ingère plus rapidement. Donc moins de contact, moins d'effet acide, moins de ramollissement. Ça, c'est la première possibilité. La seconde possibilité, c'est surtout, en fait, d'éviter, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de se brosser les dents immédiatement après. J'attends 30 minutes, le temps que la salive ait fait effet, pour pouvoir me brosser les dents en douceur, sans danger, sans abîmer mes dents. Au bout de sa route, le jus d'orange a peut-être abîmé nos dents, perdu de ses vitamines, nous a fait consommer trop de sucre, a passé des heures en usine, dans des cuves, des citernes, des tuyaux, des bateaux. Au Brésil, il a fragilisé la survie des producteurs, la santé des cueilleurs, bien loin de l'univers idyllique des publicitaires. Je m'appelle Eduardo et je cultive les oranges depuis 15 ans. Eduardo ne serait-il donc qu'une chimère pour nous faire boire toujours plus de jus d'orange? En 20 ans, en France, sa consommation a été multipliée par 7. Le chiffre d'affaires des multinationales n'en a que meilleure mine.